Bon, bah, je vais me tenter donc du coup à mon exercice de discutant, hein, pour le coup, avant de donner la parole à la salle. Alors, je me suis creusé la cervelle pour le coup, puisque je viens de le prendre là au pied levé, la discussion de ces interventions-là. Et déjà ce matin, on n'était pas forcément dans mon domaine, puisque c'était de l'ethno et de la psycho. Là, on s'en éloigne encore un peu plus. Et donc, du coup, je me suis dit, en termes de discussion, il serait intéressant de reprendre les trois figures un peu idéales typiques que j'ai fait ressortir ce matin et de voir si elles s'appliquent finalement à ce qui a été posé ici. Donc, concrètement, pour résumer, ce matin, donc il y a des personnes qui n'étaient pas là. Donc, on a eu deux interventions d'une psychologue, Dominique, ici présente, sur la place de l'observateur en psychothérapie. Je le fais vite, hein, et celle de Michel qui portait sur la place de l'observateur qui est lui-même immergé dans un environnement virtuel, à savoir Second Life. Et donc, je vais faire sortir de ces deux... Enfin, je voyais, moi, trois points communs, trois fils directeurs. Hein, c'est un peu idéal typique ce que je propose, hein, une typologie en tout cas de fil directeur, une dimension déontologique, éthique dans l'approche, la question de l'intériorité, de l'extériorité de l'analyste, et la question de la réflexivité. Et en écoutant ces deux présentations-là, finalement, quelque part, on retrouve ces questionnements-là. C'est des questionnements qui, au final, sont sans doute plus courants, en fin de compte, en sciences humaines et sociales, surtout que maintenant, dans les études qui touchent les personnes vulnérables, on va passer par des comités d'éthique qui nous confrontent à ça, hein, ces questions-là. Mais au final, cette question, bon, alors si on reprend la question de la déontologie, de l'éthique, bon là, ça vient d'être soulevé assez fortement par Hugues, hein, d'un point de vue déontologique, bah, concrètement, en fonction des modèles que tu proposes, tu vas induire plus ou moins d'actions politiques, hein, pour le coup. Et il me semble que de la même manière, hein, dans la question de l'ethnobotanique, il y a une dimension appliquée derrière, donc en fonction de ce que tu fais ressortir. Il y a aussi la question du rapport aux populations, je pense, aussi, d'une certaine manière. Hein, et donc il y a aussi cette réflexion, finalement, qui se développe. Hein. Cette question du rapport intériorité-extériorité. Je crois qu'il y a un idéal qu'on a essayé de recopier en sciences sociales, qui est celui finalement de l'extériorité absolue finalement de l'analyste. Hein. Chez Durkheim, c'était très marqué. Hein. Il s'agit de traiter les faits sociaux comme des choses. C'est dans la continuité, en fin de compte, de la biologie. On va analyser le corps social comme on analyserait un corps biologique, pour le coup. Hein. Et ce modèle-là vient des sciences dures, hein, c'est Auguste Comte qui proposait une classification des sciences pour le coup. Et on voit bien que vous vous retrouvez finalement confronté à ce même type de questionnement. Hein. Est-ce que je peux être extérieur à mon objet d'étude ? Finalement, cette espèce d'idéal de neutralité absolue, en fin de compte, hein, qu'on appelle la neutralité axiologique pour parler de Max Weber en sociologie. Wertfreiheit en allemand, libre de tout jugement de valeur, c'est plus parlant, je pense, à mon sens. Et on voit bien là finalement qu'en fonction de vos propres finalement positionnements, de vos propres prénotions, de vos propres, ça va influer finalement les choix. Hein, les choix méthodologiques, les choix en termes d'orientation, les choix en termes de modélisation pour le coup. Hein, donc il y a aussi cette dimension-là. Hein. Et cette question de la réflexivité, c'est un terme qui n'a jamais été évoqué au final sur les 4 présentations, mais c'est toujours quelque chose qui est là en creux, hein, c'est en fin de compte. Et ça ressortait beaucoup de ta présentation, Eléa, et cette vision, alors j'ai oublié le terme, je ne l'ai pas noté, la prise en compte du fait que toi, tu n'as pas la même vision du changement de la biodiversité. Il y a un terme précis que tu vas me dire ? C'est le syndrome de la référence changeante. Le syndrome de la référence changeante, là, on est typiquement finalement dans une forme de réflexivité, c'est-à-dire qu'en fait, tu mènes une démarche réflexive quant à finalement ta propre posture d'observatrice. Et tu l'as dit, ça fait pas si longtemps que ça que t'es né, et de fait, bah, tu vas pas avoir cette même vision que quelqu'un qui a 70 ans. Donc on est dans cette dimension réflexive, et qui, à mon sens, se retrouve aussi dans cette question des modélisations systémiques, ou en tout cas devrait s'y retrouver idéalement, puisque là aussi, hein, je pense qu'il importe que la personne qui
qui mène ce genre de choses ait aussi conscience de l'implication politique que ça a, et donc de fait qu'il peut y injecter son idéologie en termes de choix, quoi. Hein. Et de la même manière que j'avais fait un travail auto-ethnographique me concernant, j'avais publié un article là-dessus, puis qui portait sur la manière dont mes propres inspirations politiques ont inspiré initialement à la fois mon cadre théorique, mon cadre méthodologique et mes hypothèses. Et comment c'est le terrain qui m'a amené à changer, en fin de compte. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire, finalement, ce que je trouve en commun dans ces 4 interventions très différentes, hein, de fait. Et ce qui, à mon sens, ouvre ou appelle, en tout cas, à un débat interdisciplinaire, là, méthodologique et épistémologique, qui pourrait être, qui sera, je n'en doute pas, salvateur. Je peux rajouter bien sûr. peut-être qu'il y a une question qui me tient à cœur parce que je suis arrivée dans l'interdisciplinarité un peu fortuitement récemment et je pense qu'on sous-estime vraiment comme tu disais ce matin Daria aussi, on sous-estime le gap qu'il y a entre les disciplines, le gap de compréhension, le gap de méthodologie, le gap de tout ça. Et en fait, étant vraiment de sciences dures, hein, j'ai fait que de la biologie toute ma vie, que du laboratoire, des sciences très analytiques, pas de systémique, etc. On n'a jamais eu d'épistémologie, on n'a jamais eu de philosophie des sciences, on n'a jamais eu d'histoire des sciences, on n'a jamais eu de recontextualisation de notre discipline et c'est quelque chose qui manque et en fait je pense qu'en tant que chercheur en sciences humaines aussi il faut le conscientiser et le contextualiser quand on travaille avec des biologistes ou quand on travaille avec des gens qui sont des sciences dures, expérimentales. Il y a vraiment un écart de réflexivité quoi, sur la question globale et enfin voilà, je m'en fais un mea culpa, c'est pas vraiment de ma faute, je me soigne mais c'est vraiment le cas et on a tendance à trop morceler ces choses-là et c'est important qu'on résolve ce gap-là. Enfin, je pense que tu es d'accord aussi. Hein, oui, parce qu'en bio, tu vas tellement vite, tu piques à la physique et aux mathématiques ce que tu as vite besoin et puis une fois que c'est passé dans la moulinette, hein, tu continues ton chemin. Donc c'est vrai qu'il faut s'interroger. Ouais. Ça manque, en tout cas dans les modèles, une des limites, hein, c'est les nouveautés. Je veux dire, je ne vais pas trop tirer à boulet rouge sur le deep learning, mais c'est pas non plus très récent. Hein. Je veux dire, là, ça fait le buzz, mais c'est en termes de concept, c'était là il y a longtemps, la puissance de calcul a émergé, ce qui manquait, c'était vraiment les données massives. Et bon, voilà, maintenant, c'est là, c'est imposé. Mais si on revient à la base et de l'histoire de qu'est-ce qu'il y a derrière, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure approche pour traiter massivement des données. Enfin, ça vient vite, en fait. Et inversement, la méthodologie des sciences dures peut aussi apporter à beaucoup de projets de sciences humaines, et ça aussi, c'est un gap... Un peu quantitatif, un minimum. Enfin, voilà. Donc, merci pour ce colloque un peu interdisciplinaire. C'est chouette de pouvoir confronter un peu les questions sous d'autres angles. Oui, juste par rapport à ça, je pense que les sciences dures ont plus qu'à amener simplement quelques études quantitatives. Puisque pour être en ce moment pour PSI dans une mission de développement de laboratoire interdisciplinaire autour de la pratique ostéopathique, je vois un petit peu les choses et j'ai quand même découvert une rigueur et une mise en commun des données, par exemple dans les sciences dures, avec les méta-analyses, les revues de littérature systématique, où je pense quand même qu'en sciences humaines et sociales, même s'il y a des choses sérieuses qui se font, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux quand même globalement sur ces questions-là. C'est des choses qui sont encore à acquérir. Les anglo-saxons sont peut-être plus développés là-dessus, mais je pense que bon, ça peut être intéressant. Par contre, il ne faudrait pas que ça devienne, bien sûr, la doctrine. C'est ça. C'est l'exclusivité qui pose problème, de toute façon. Moi, je voulais juste revenir sur l'intervention et vous poser la question, finalement faire le même jeu que Christophe, parce que je trouvais que c'était intéressant. Et la question qui m'avait été posée par Fabien ce matin et qu'on peut refaire, c'est à un moment donné... Enfin, premier constat, c'est déjà qu'on voit que la modélisation, comme je m'y attendais, n'est pas une science exacte. Mais non, ça je sais pas si ça a été publié comme ça dans le monde, mais non, ça après, à l'école, quand tu apprends à modéliser, on te dit que c'est pas la fin. Et du coup, se pose la question de, justement, l'observateur. On dit l'observateur, mais à un moment donné, de qui on parle ? Parce que est-ce que c'est le politique qui choisit ? Est-ce que c'est le concepteur ? Alors, moi, comment vous voyez cette articulation ? Parce que tu as parlé un peu simplement de prérequis, mais est-ce que c'est suffisant ? Et tu as parlé d'éthique et de déontologie. Donc, est-ce qu'on pourrait creuser, justement, cette articulation entre les acteurs ? En fait, je suis allé vaguement en faisant des allusions, hein,
L'observateur, là, c'est celui qui est confronté aux résultats. Comme vous, là, par rapport à la présentation, vous les voyez, les résultats. D'accord ? Quand on parle de prérequis, c'est de savoir d'où ça vient une telle courbe. Hein, c'est quels ont été les savoirs, qui a fait quoi, en fait. D'accord ? Et dans ce qui fait quoi, il y a de nombreux biais qui sont l'observateur lui-même qui veut modéliser. C'est-à-dire que le mécanisme est spéculatif, particulièrement en début d'épidémie. C'est quelqu'un qui observe, à qui on confie la mission de modéliser, qui observe quoi, on ne sait pas quoi. On lui a dit qu'il y avait beaucoup de cas de. Et ça fait, les observants et observés, là, il y a peu de choses tangibles, en fait, dans le début d'une modélisation d'épidémie. Donc c'est ça. Et puis après, je pense, comme on disait, hein, on est bouclé comme un peu avec les sondages. Hein, une fois qu'il y a beaucoup de modélisation, on y prend goût, ça fait des scénarios, ça raconte l'histoire. Donc je pense qu'il y a aussi ce biais qui s'installe. Il y en a trop, là, je pense, des modélisations. Ce que je comprends, c'est que la modélisation... Oui, merci. Ce que je comprends, c'est que la modélisation, du coup, elle va être très complexe. Et plus il y aura d'éléments, plus la complexité va être grande. Oui. À chaque paramètre que vous rajoutez dans une équation, ça doit faire l'objet. Alors comment ça fonctionne quand même le champ disciplinaire de la modélisation ? Je pourrais quand même en parler un peu. Il y a des sciences analytiques où eux, ils ne vont travailler que sur des morceaux d'équations. Il va y avoir des thèses sur, voilà, j'ai l'ensemble de ces paramètres, ils décrivent cela. Donc il y a quand même de la recherche en outils mathématiques pour la modélisation. Mais c'est une discipline à part avec des apprentissages dédiés. Là où je veux dire, ils sont complexes et ils livrent une incertitude, c'est quand il arrive dans le modèle comme en dernier lieu. Comme dit, nous au quotidien, la modélisation, quand on en fait dans les labos, ça revient, ça tourne, ça fait partie du travail. D'accord ? Si votre simulation, vous dites, dans mon cas, waouh, cette nouvelle molécule, elle va faire un super effet thérapeutique. D'accord ? D'accord, on peut le dire avec ma modélisation. Par contre, je suis invité quand même à trouver au moins un système d'expérimentation pour valider ce que je dis. Le problème dans les modélisations prospectives, alors on pourrait étendre cela aux ceux qui en utilisent beaucoup maintenant en finance, la courbe engage, ou de moins le scénario que vous choisissez, de faire attention, quoi, de dire c'est peut-être vrai dans les mathématiques et dans les paramètres que j'ai choisis, mais au risque que je me suis trompé, j'ai mis trop de biais spéculatifs ou inconscients dans cette création de cette courbe, et donc ma prédiction va être très très mauvaise en fait. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de savoir comment se créent en fait les modèles mathématiques. C'est-à-dire qu'on va partir d'une série de paramètres, on se dit voilà, ce facteur dépend de ça, de ça, de ça, de ça. Je vais essayer de l'articuler dans une équation mathématique. Et ensuite, on regarde si ça peut illustrer ce qui se passe réellement. Si ça l'illustre pas, on va rajouter des paramètres et on va essayer de faire une équation qui colle au plus près, quoi. Et donc, oui. Alors, vous dites, on va regarder ce qui se passe réellement. Et là, c'est là que moi, je m'interroge. Je me demande juste, je vais un petit peu mettre un grain de sel dans le truc, dans le rouage. Si l'observateur attrape la maladie, quel est le réel ? Ah oui, c'est sûr, lui, il va peut-être penser différemment, il va... Mais on n'est pas obligé de parler en termes de maladie, on peut le faire sur la météo par exemple. Oui, mais la météo aussi, c'est pareil. On va faire une équation, voilà, notre équation nous dit que demain à 10h il va pleuvoir. En fait, il pleut pas. Bon, qu'est-ce qui se passe mal dans le modèle ? Est-ce qu'il y a un nouveau paramètre qui s'est introduit dans le système qu'on n'avait pas anticipé ? Peut-être qu'il y a eu un pic de pollution 100 km plus bas et du coup ça a fait un mouvement d'air qui finalement a annulé la pluie. Enfin voilà, tout ça c'est des trucs qu'on peut pas maîtriser, donc c'est pas... on n'a jamais des modèles qui sont 100%, par contre on a des modèles qui sont suffisamment réalistes pour donner des hypothèses probables. Et ensuite on va mesurer le risque ou pas de les appliquer, et selon le contexte qu'on applique le modèle, ça va être plus ou moins grave entre guillemets de le suivre, quoi. Bonjour. Donc si j'ai bien compris, à partir du moment où vous allez procéder par tâtonnement, pour en revenir à ce que monsieur disait sur la science exacte par rapport aux sciences sociales et aux sciences dures, sur laquelle je ne suis pas très d'accord, quand on va procéder par tâtonnement, ça veut dire qu'on ne sait pas. Et ça veut dire que du coup, on va petit à petit avancer par rapport à ce que les données nous donnent. Mais en sciences sociales, c'est la même chose. On n'arrive pas avec un modèle en se disant que voilà, ce modèle est vrai et valide. Et on ne va pas essayer de tordre la réalité pour que ça rentre dedans. Et je pense que... Alors ça, c'est le tordage de réalité. Quand on parle de data storytelling ou ces choses-là, oui, c'est le risque. Je dis que
on s'auto-crée peut-être un biais avec un joli modèle. Je partage votre point de vue, j'ai pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est quand vous commencez à y goûter à la modélisation, vous vous dites, moi j'aimerais bien quand même que ça soit comme mon modèle, que ma jolie courbe cloche, ça soit ça. Oui, ça Qu'on le veuille ou non, je pense que ça crée un système attractif qui pousse après à tendre vers... voilà, surtout si vous n'avez pas les moyens de vérifier votre modèle. Après, Pas les paramètres certains du début. Je m'entends, la conclusion, celle que vous souhaitez, si vous en souhaitez une. Mais on est d'accord, on parle là ici d'observation et de biais. Hein, donc, si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est presque un jeu juste intellectuel. Ah ben, quand on fait des mécanismes spéculatifs et qu'on fait des hypothèses, ce matin on parlait de la créativité pour faire... Oui, il y a de ça là-dedans, ça je ne dis pas. Là où ça devient pertinent, ces modèles, c'est quand ils sont amarrés à beaucoup de données, d'accord, et qu'il y a, des moyens, des voyants qui permettent de voir... Alors si on prend la météo, prenons quand même la prédiction des ouragans. Donc là on mesure la conséquence quand même d'un ouragan qui passe sur lui. Les modèles sont suffisamment pertinents pour dire il va y en avoir un et il arrive à peu près là. D'accord ? Donc, c'est quand même très intéressant comme science, comme approche, prospective, réalisation et prise de décision. Donc, je ne m'étale pas trop sur le système banque-assurance qui utilise aussi beaucoup ces approches-là et qui arrive quand même à faire des choses... voilà. Alors, le seul bémol que je veux apporter là-dessus, c'est sur l'épidémie. C'est pas justement le fait que ce soit généralisé qui pose problème. Le fait qu'on prenne quelque chose qui peut marcher dans certains domaines, comme dans la météo, comme donc dans d'autres choses qui sont un petit peu plus quantifiables, et qu'ensuite on mette ça dans des activités humaines qui, elles, dépendent d'autre chose. Quand vous parlez de finances, par exemple, on a eu des cracks, plusieurs cracks depuis une centaine d'années. En ce moment, on n'est pas non plus dans une situation économique fantastique. Les banques fabriquent de l'argent pour qu'on s'en sorte plus ou moins. Donc, c'est ça aussi. En fin de compte, je vous disais qu'il y avait un jeu et qu'on va s'imaginer peut-être qu'on est dans une exactitude, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être ça le premier biais aussi. C'est d'imaginer que la science exacte est une science exacte, alors que ce n'est pas forcément le cas. Même en physique quantique, on n'est pas encore arrivé à des vérités. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je précisais au début de mon intervention, ce qui est partagé et qui est admis, c'est les modules d'équation qui, eux, font l'objet d'un partage, qui peuvent être réétudiés. Donc quand on parle d'une courbe exponentielle avec 2-3 paramètres, c'est quand même des outils partagés qu'on peut utiliser quand même pour se lancer. D'accord ? Ça, c'est quand même la partie... Donc c'est pour ça que toute modélisation, c'est ce que je dis dans des interventions où on doit en faire, ou quand moi j'ai des projets qui sont liés, on peut essayer, beaucoup d'agents, mais in fine, c'est ça. Revenir à un cadre où l'équation est simple, s'expliquera par elle-même. Et là, généralement, la pertinence des modèles et des prédictions qui sont plutôt bonnes. Enfin, ça donne des choses très encourageantes. Mais c'est pas une forme d'idéologie aussi, ça ? Parce que ça, vous le dites de votre point de vue. Mais si on en revient à la finance... Ah, pardon, désolé. Oui, parce que le discutant étant parti, je suis obligé de prendre la parole pour modérer à mon tour. On est en dépassement d'horaire, donc si vous voulez bien, je propose de reporter la discussion après l'exposé de synthèse. Je pense juste que le terme exact induit en erreur et que juste un bon modélisateur dira jamais que son modèle est parfait et exact, jamais en fait. Un bon modélisateur se dira j'aurai un modèle qui sera peut-être proche de ce qui risque de passer et probable, mais c'est tout ce qu'on peut dire, c'est pas la vérité.